Et il est 18h17, c'est à nous de jouer. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Et ce soir, c'est l'Inde qui nous intéresse avec un Narendra Modi qui est en France. Au terme de 3 jours en Europe, pas moins de 8 chefs d'État lui ont serré la main. L'Europe voudrait qu'il lâche Moscou et renforce ses liens avec nous. Mais Modi a une partition d'équilibres régionaux à jouer aussi et on y vient tout de suite. Le bruit du monde ce soir est en Roumanie. Vous irez vous entraîner avec les militaires français stationnés ici dans ce pays membre de l'OTAN et frontalier de l'Ukraine. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Corinne Audouin a trouvé une sécheresse historique en Éthiopie, un drôle de prophète en Palestine et un tartan écossais qui change de couleur. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec Varsovie 83, l'histoire d'un procès qui a marqué la Pologne dans les années du RSS. 18h55, c'est Le Monde d'après de Jean-Marc Four et Israël en porte-à-faux après les propos démentiels du russe Lavrov sur le sang juif d'Hitler. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Christophe Jaffrelot. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po, spécialiste de l'Inde. Votre dernier ouvrage s'appelle L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique, paru il y a presque 2 ans maintenant chez Fayard. Christophe Jaffrelot, je le disais, Narendra Modi est donc en France, mais il est surtout en Europe. Il a d'abord vu le chancelier allemand, il a assisté à un sommet Inde, pays scandinave à Copenhague, il aura vu 8 chefs d'État ou de gouvernement et ça n'a échappé à personne, nous sommes en pleine guerre en Ukraine. Nous voulons qu'il distende ses liens avec Moscou, c'est ce que disent les Européens. Mais lui nous dit quoi en fait? Est-ce qu'il nous dit, vous êtes gentil, mais vous ne pouvez pas faire sans nous les Indiens désormais? Est-ce que c'est un peu ça qu'il a dans sa besace? D'une certaine manière, oui, mais vous avez tout à fait raison de resituer cette visite dans son contexte. Et on peut dire un mot ou deux supplémentaires pour les auditeurs qui auraient manqué un épisode récent. L'Inde s'est abstenue à 3 reprises à l'ONU au cours des dernières semaines, se refusant systématiquement à condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et cela pour plusieurs raisons, 2 principalement. Premièrement, l'Inde dépend de la Russie pour ses fournitures d'armes à hauteur de 70%. Elle ne peut pas se permettre de s'aliéner, ce partenaire. Et ça, c'est un héritage évidemment de l'amitié indo-soviétique qui a été nouée dans les années 70. Et puis deuxièmement, et ça rejoint votre question, l'Inde aspire à un monde le plus multipolaire possible. Mmh. Et dans ce monde multipolaire, la Russie a toute sa place. Elle veut pouvoir jouer des partenariats qu'elle a conclus les uns après les autres et parfois s'associer aux États-Unis, parfois s'associer à la Russie, parfois s'associer à l'Europe. Et donc que la Russie reste dans le jeu, reste une puissance est pour elle tout à fait important. C'est ça que Modi est venu expliquer aux Occidentaux et notamment aux Européens qui, comme vous le dites, aimeraient voir les liens entre Delhi et Moscou se distendre. Avant de voir ce que chacun a mis dans sa besace, est-ce que vous diriez, Christophe Jaffrelot, que le refus de prendre position de la part de l'Inde est aussi très culturel? Enfin, il y a tout un pan d'histoire qui parle de non-alignement initié par Nehru. Ça vient de très loin, en fait, ce refus de choisir un camp pour les Indiens. Bien sûr, c'est un héritage qui remonte aux années 40, lorsque la guerre froide se cristallise et que 2 blocs se forment et que l'Inde refuse d'en être. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. La conférence de Bandung avec l'Indonésie, ensuite l'Égypte. Bon, c'était tout un ensemble de pays qu'on a appelé le tiers-monde. C'est pas par hasard, c'est qu'ils étaient justement la 3e voie. Il y a une différence quand même, c'est que pour Nehru, il ne s'agissait pas d'être neutre. Il ne s'agissait pas d'être pragmatique, opportuniste, de jouer l'un puis l'autre, un partenariat puis l'autre. Il s'agissait de promouvoir des idéaux, des valeurs. Et l'Inde, d'ailleurs, l'Inde de Nehru, on l'a oublié maintenant, mais pouvait s'entremettre pour régler des conflits. C'est à l'Inde qu'on s'est
adressé pour faire les médiateurs dans la guerre de Corée. C'est à l'Inde qu'on s'est adressé pour aussi s'occuper de l'Indochine dans les années 50. De ce rôle-là, l'Inde n'a rien gardé. Elle est tombée dans une forme de neutralité qui est en fait opportuniste, en tout cas pragmatique. Est-ce qu'elle peut retrouver, là, sur cet épisode très circonstancié, est-ce qu'elle peut le retrouver, ce rôle de médiateur? Parce qu'après tout, les seuls qui parlent à Vladimir Poutine, c'est Emmanuel Macron au nom de l'Europe, mais on sait ce que ça donne pour l'instant. Ce sont les Turcs qui accueillent notamment les face-à-face, mais qui pour l'instant ne donnent rien. Est-ce qu'on se dit qu'il peut jouer ce rôle-là? Est-ce qu'il en a envie, en fait, Narendra Modi? Est-ce que ça lui donnerait une place, on va dire, sur la scène internationale qu'il voudrait? Ou est-ce qu'il dit surtout pas ce fardeau-là? Alors, c'est un très bon test, en vérité, cette crise. Parce que justement, on pourrait imaginer que l'Inde s'entremette et soit le pont entre l'Occident et la Russie qu'elle dit être, en vérité. Ou en tout cas, elle prétend être équidistante. Mais entre être équidistant et être un pont, il y a une marge. Et c'est un test pour l'autorité internationale de l'Inde. Encore une fois, Nehru l'avait. Il avait le prestige. Il était le fils spirituel de Gandhi, ce n'était pas rien. 70 ans plus tard, on ne voit pas l'Inde nécessairement crédible dans cette vocation. Et c'est intéressant de le souligner parce que, non, c'est un rôle que l'Inde aimerait beaucoup jouer, bien sûr, plutôt que de voir un fardeau dans une telle fonction. Alors, je reviens à ce que au début de notre discussion, qu'est-ce qu'elle a dans sa besace, l'Inde? Est-ce qu'elle arrive là avec des Européens, effectivement, on le disait, qui aimeraient tellement que l'Inde choisisse un autre camp, choisisse celui de l'Europe? Qu'est-ce qu'on a dans notre besace? Qu'est-ce qu'on lui apporte à Narendra Modi? Il y a déjà un accord qui a été signé avec les Allemands, d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui promet? Alors, on lui promet d'abord de l'épauler au plan stratégique et militaire. Et là, le on, c'est d'abord la France. C'est-à-dire que le partenariat stratégique entre la France et l'Inde, qui remonte à 1998 maintenant, il est d'abord fondé sur des ventes d'armes, sur des manœuvres conjointes dans l'océan Indien, sur l'accès à nos bases militaires de la Réunion et de Djibouti. Pour l'Inde, c'est très important. C'est très important parce que justement, elle cherche à diversifier ses approvisionnements en armes, et donc s'émanciper de la Russie, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, c'est très important. Et ne pas s'en remettre aux Américains non plus, parce qu'on craint les sanctions américaines qui sont comme des coups près lorsque le Congrès est obligé, entre guillemets, de suspendre des livraisons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Europe apparaît comme une puissance de l'Indo-Pacifique. Alors à nouveau la France, au premier chef bien sûr, mais ça intéresse aussi l'Allemagne qui a maintenant une feuille de route pour l'Indo-Pacifique. L'Union européenne elle-même s'est donné une feuille de route pour l'Indo-Pacifique. Et donc que l'Inde puisse compter sur l'Europe dans l'Indo-Pacifique, qui est la zone prioritaire maintenant pour pratiquement toutes les diplomaties du monde, c'est très important et ça permet de contrebalancer le Quad, dont l'Inde fait partie, mais dont les leaders sont quand même les Américains au premier chef. Donc il y a là de la géostratégie. Et puis troisièmement, il y a bien sûr des considérations économiques. Alors là, on en parle davantage avec les Allemands, qui sont le grand investisseur, le grand partenaire commercial. Et l'Inde a besoin, elle a absolument besoin d'investissements étrangers. Son économie est en chute libre. On vient d'apprendre, c'est la Banque centrale indienne qui nous l'a dit, que l'Inde ne retrouverait son niveau d'avant la pandémie qu'en 2035. Ça veut dire des millions de personnes rejetées dans la pauvreté et qu'il va falloir en ressortir. Mais alors c'est un peu curieux à demander comme ça, Christophe Jaffrelot, mais de quel côté penche la balance? C'est-à-dire qui est celui qui mène la discussion? Est-ce qu'on est vraiment à 50-50 dans nos deux intérêts respectifs entre nous l'Europe, on va dire pas seulement la France, mais nous l'Europe et l'Inde? Oui, c'est un peu on se tient par la barbichette, c'est-à-dire qu'on a quand même chacun un intérêt à ce que l'autre soit on board, comme on dirait, qu'on tire dans le même sens. Et c'est un peu logique parce que on a deux puissances
allez, on va dire moyenne, deux puissances d'équilibre, qui elles aussi, l'Europe et l'Inde voudraient voir le monde multipolaire devenir la norme. Et donc, je pense que chacun cherche à profiter de ce rapprochement, sans que pour l'instant, il faut bien l'avouer, on ait atteint ces objectifs. Il n'y a toujours pas d'accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne. Ça fait 1 an qu'on a décidé de relancer les négociations. Le commerce entre l'Inde et l'Union européenne est aussi très bas. On n'est pas sur la même longueur d'onde dans quantité de dossiers, à commencer par la diplomatie climatique, pour ne prendre qu'un exemple. Donc on se parle beaucoup, on fait comme si on avait besoin l'un de l'autre, mais pour l'instant on n'est pas parvenu à grand-chose. Vous avez cité le Quad, cette fameuse alliance qui a été ravivée pour contrer la Chine et dont les États-Unis sont en tête de pont, on va le dire comme ça. Est-ce que la pression américaine sur l'Inde est une pression encore plus importante que la nôtre? Comment ça se situe, ça? Qu'est-ce qui joue comme partition Joe Biden vis-à-vis d'eux? Oui, il est plus cash. C'est-à-dire qu'il y a un sujet aux États-Unis, du côté des démocrates, qui reste sacré, en tout cas pour les plus purs des démocrates, c'est la démocratie. Ce sont les libertés, notamment religieuses, qui sont bafouées en Inde aujourd'hui. Les Européens sont beaucoup plus discrets. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas. Tout récemment, il y a quelques jours en fait, Eamon Gilmore, l'envoyé spécial de l'UE pour les droits de l'homme, est allé à Delhi rencontrer des responsables d'ONG, des académiques, pour prendre la température. Et on sait que son rapport sera repris notamment au Parlement de l'Union européenne, qui est très regardant sur ces questions de droits de l'homme. Mais voilà, c'est à ce niveau-là qu'on en parle, des droits de l'homme en Europe. Ce ne sont pas les gouvernants qui vont, comme l'ont fait récemment Blinken et Harris, soulever la question en public. On le fera peut-être en privé, et c'est même pas sûr. Parce que on ne se sent pas les reins assez solides, les épaules assez larges. C'est d'ailleurs assez pathétique de voir les Européens regarder leurs chaussures quand on parle droits de l'homme. Mais c'est quand même la réalité, il faut la souligner. La pression américaine, elle est plus forte de ce point de vue-là. Et puis elle est surtout plus forte du point de vue de « vous êtes avec nous ou contre nous ». Ça, c'est quelque chose que les Américains disent, ils ont toujours fonctionné comme ça, que les Européens ne disent pas, et les Indiens l'apprécient énormément, parce qu'ils ne veulent pas choisir leur camp. Quand même, sur la question des droits de l'homme, Christophe Jaffrelot, on sait ce que c'est que ce pays, l'Inde, quand même un leader populiste, très très populiste, même qui fait vivre un enfer à sa population musulmane. Et on a vraiment le sentiment que dans ces discussions-là, dans ces 3 jours qui viennent de s'écouler, cette visite éclair, on a vraiment mis ce sujet intégralement sous le tapis. Ça veut dire que de ce point de vue-là, il a les mains entièrement libres, vis-à-vis de nous, en tout cas, Narendra Modi. Vis-à-vis de nous. Vis-à-vis de nous, à l'exception, je le répète quand même, du Parlement européen, qui, il y a 1 an exactement, a voté une résolution très sévère, sans précédent, très critique, montrant que certains suivaient les dossiers, les dossiers des prisonniers politiques, les dossiers des minorités musulmanes, chrétiennes, les dossiers de la liberté de la presse. Vous avez vu d'ailleurs que RSF, hier, a encore dégradé l'Inde, qui est maintenant au 150e rang sur 180 en termes de liberté de la presse. Bon, mais nos gouvernants ne sont pas ou ne se sentent pas en situation pour parler de cela, et du coup on glisse, comme vous le dites, sur ce genre de sujet. Mais ça veut dire qu'on parie sur l'Inde, Christophe Jaffrelot. On parie sur l'Inde au-delà de Modi. Donc dans le monde d'après, et quand je dis monde d'après, c'est le monde après-guerre en Ukraine, dont on ne sait pas effectivement à quel moment il commence, ce monde d'après. On fait un pari sur la grandeur de l'Inde, on fait un pari sur sa place géostratégique, en se disant les dirigeants passent de toute façon. En creux, c'est ce que j'entends dans ce que vous nous dites. Oui, on fait un pari sur l'Inde, même si le dirigeant qui suit est de la même acabit, parce que on n'aura jamais une Inde qui fera aussi peur que la Chine. C'est aussi simple que cela. Donc on a besoin, se dit-on, d'une Inde qui fasse contrepoids à la Chine dans le monde d'après, comme vous dites. Et ce monde d'après, il a commencé, il est là, et il va durer longtemps. Il va durer au moins le 21e siècle.
Contrepoids à la Chine, et il faut rappeler aux gens qui nous écoutent, parfois il faut regarder une carte pour comprendre les choses. L'Inde partage aussi une frontière avec la Chine du côté de l'Himalaya, donc il y a des choses qui s'entremêlent dans ce pays, qui sont évidemment moins simples que peut-être même ce qu'on leur demande. Je me demandais moi quel était l'état des relations très typiquement entre Emmanuel Macron et Narendra Modi. Est-ce que le fait qu'il soit là, le premier dirigeant qu'il rencontre alors qu'il vient d'être réélu, c'est un hasard de calendrier, celui de Narendra Modi, ou est-ce qu'on y met plus de charge? Il y a sûrement un hasard de calendrier, mais il est bienvenu, ce hasard, parce que ce sont deux hommes qui visiblement s'apprécient, ont développé une relation personnelle. Ça s'était déjà vu d'ailleurs lors de la visite de Macron en 2018 en Inde. La France est sans doute le pays européen avec lequel l'Inde a la relation la plus étroite, et Narendra Modi a amplifié ce rapprochement. Mais c'est l'effet Rafale. Pardon, monsieur. Après, allez-y. Oui, l'effet Rafale, effectivement, mais qui va être suivi d'autres probablement. Ouais. J'en reviens d'un mot sur ce que vous évoquiez juste auparavant, la géographie, la géopolitique de l'Inde. Effectivement, cette pression chinoise que nous on ressent de très loin, l'Inde la vit au quotidien. Donc le besoin de trouver des partenaires face à la Chine, il est omniprésent. Et là, on retrouve la Russie dans l'équation, parce que être proche de la Russie, ou en tout cas ne pas s'aliéner la Russie, c'est pour l'Inde une façon d'éviter que Moscou ne se rapproche de Beijing trop vite. Essayer de garder ce partenariat-là. Et au mois de juin, on va avoir une photo de famille incroyable. On va avoir Modi entre Xi Jinping et Poutine lors du sommet des BRICS. Et peu après ou peu avant, j'ai un problème de calendrier, c'est au sommet du G7 que se retrouvera Narendra Modi. À l'invitation de l'Allemagne. À l'invitation de l'Allemagne. Vous allez voir donc dans le même mois, Modi aux côtés de Biden et Modi aux côtés de Poutine. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait symptomatique des efforts de l'Inde pour rester équidistant entre les puissances rivales. Et du coup, en guise de conclusion, quoi que l'on puisse dire effectivement de ce dirigeant-là, est-ce que vous diriez que c'est un bon stratège diplomatique, Narendra Modi, que de ce point de vue-là, et du point de vue de sa diplomatie, c'est un bon stratège, et pour son pays, il fait du bon boulot? L'avenir le dira. L'avenir le dira, parce que jusqu'où peut-on ne pas être proche des Américains lorsqu'ils vous demandent de choisir votre camp? Jusqu'où est-ce que la Russie restera une puissance utile à l'Inde? Jusqu'où est-ce que la Russie pourra véritablement alimenter l'Inde en une technologie militaire de pointe? Là, en ce moment, les Indiens sont un peu inquiets de voir la manière dont les armes russes ne font pas aussi mouche qu'on l'espérait du côté de Moscou en Ukraine. C'est un pari, cette équidistance, cet effort pour rester à égale distance des deux grandes puissances. Il peut échouer et seul l'avenir nous le dira. Eh ben, ce sera la phrase de conclusion, Christophe Jaffrolot, directeur de recherche au CERI Sciences Po. Merci beaucoup. Merci de votre passage chez nous. Merci à vous. Le 18-20, Fabienne Synthèse, sur France Inter. La suite, ce soir, c'est le bruit du monde en